Bonjour, bienvenue sur le plateau de BITV pour le Forum Noud. Je reçois Mathieu Baudin, directeur de l'Institut des Futurs Souhaitables et qui est prospectiviste, je vais arriver à le dire. Florian Berco, maire de Laval et président de l'agglomération de Laval. Et Franck Boutet, qui est le président fondateur de l'atelier Franck Boutet qui porte son nom. Messieurs, bonjour. Vous venez d'avoir une table ronde sur usage, architecture et composition urbaine. Quel mode d'emploi pour une ville réussie? Vaste débat. Je vous propose qu'on en discute pendant une petite dizaine de minutes et pas qu'on refasse la conférence. Mathieu Baudin, je vais commencer par vous. Vous avez questionné notamment la ville sous 3 angles, les 3 A. Abandonner, améliorer, adopter. Détaillez-nous ce concept-là. C'est pas tant la ville que l'époque. On est dans une période d'entre-deux temps. On a un monde se meurt, un autre tarde à apparaître, le disait Gramsci déjà en son temps. On voit que tous les jours, il y a des monstres qui apparaissent. C'est peu dire si l'actualité on est le refuge. Mais il y a aussi des exploratrices et des explorateurs qui prennent le large. On est dans un moment peut-être de renaissance. Et dans ces moments d'entre-temps, il y a une méthode, puisqu'on a beaucoup parlé de méthode, peut-être qui pourrait être utile, c'est les 3 A. C'est abandonner quelque chose qu'on fait, qu'on a pris l'habitude de faire, mais qu'on ne veut plus voir dans le monde dans lequel on aimerait vivre. Ça marche pour la ville, ça marche pour les promoteurs, les architectes, pour les médias, comme vous, ça marche pour les politiques peut-être. Le deuxième, c'est améliorer quelque chose qu'on fait, mais qu'on peut mieux faire. On est beaucoup en termes de R&D, d'innovation sur ça actuellement dans les industries, même dans le monde politique. Et le troisième A, c'est adopter quelque chose de nouveau et voir si ça nous plaît. Expérimentons, expérimentons, expérimentons encore, qui pourrait être le motto de cette transition, voire de cette métamorphose. Messieurs, je me tourne vers l'architecte et vers l'élu. Comment vous recevez cette méthode? Franck? Alors d'abord, je ne suis pas architecte. Ah oui, c'est vrai. Je suis ingénieur. J'ai pas le droit de dire ça. Non, je suis ingénieur et de fait urbaniste depuis le Grand Prix de l'urbanisme en 2022. Voilà. Bon, grand Prix donné à un non-urbaniste d'ailleurs, un ingénieur qui a, peut-être ça joue d'ailleurs avec la méthode que vient de présenter Mathieu, ce prix c'est une reconnaissance plutôt pour l'intérêt en fait, d'apport extradisciplinaire dans l'enrichissement d'une discipline. Donc quelque part on est dans cette idée de l'hybridation, de la transmutation, où peut-être on peut inventer les choses quand on essaie de répondre, quand on n'est pas finalement initialement dans cette discipline. Donc ça, je ne sais pas si c'est de l'ordre de abandonner, améliorer ou adopter, je dirais peut-être plutôt adopter, mais j'aime bien cette idée que finalement l'invention elle se trouve dans les entre-deux, dans les franges, dans les confins un peu non cartographiés, et que c'est la rencontre de ces mondes qui fait que quelque part, on est capable d'inventer quelque chose de nouveau, parce qu'on a quand même besoin d'inventer quelque chose de nouveau, même si je suis tout à fait d'accord. Il faut évidemment faire le tri entre ce qu'il faut conserver, ce qu'il faut abandonner. Il y a toujours des basculements, hein, même si on prend le monde de l'immobilier et de la construction. Il y a un moment où on dit, tout ce qui est passé, ça ne marche pas, parce que les enjeux de la transition écologique, ça fait qu'il faut faire des bâtiments super performants, économes en tout. Et donc, avant, comme on ne savait pas, ça ne marche pas, donc il faut détruire et refaire. Aujourd'hui, on a inversé complètement en disant, il ne faut plus jamais rien démolir, il faut toujours faire avec ce qui est avec. En fait, ce basculement, comme ça, d'une pensée unique à une autre pensée unique, il n'est certainement pas très bon. Peut-être qu'il faut se dire, par défaut, il faut conserver et faire avec un existant, mais parfois, il faut aussi démolir. Donc, voilà, je suis assez en phase, finalement. Bon, je ne connaissais pas la méthode des 3 A dite comme ça, mais finalement, c'est cette attitude un peu d'aller rechercher qu'est-ce que, dans notre héritage, il faut... on peut imaginer pouvoir faire passer à l'avenir, ou à un moment, qu'est-ce qu'il faut abandonner de cet héritage parce qu'on a fait fausse route, parce qu'on a fait fausse route à des moments. Et vous, Florian? Oui, c'est un triple A qui me va bien, sans doute bon pour la France, évidemment. Moi, je fais partie de ces maires qui assument cette étiquette de maire rénovateur et pas de maire bâtisseur au sens des années post-guerre. Je crois qu'on est dans cette époque où on doit voir le monde avec ses propres défis. Et j'ai repris les fables de La Fontaine en disant qu'on passe d'un monde peut-être très chêne, mais qui a des racines profondes, une histoire très clairement, mais le chêne est fragile face aux tempêtes, aux aléas, et à ce monde incertain dans lequel on est. Et je crois que l'époque est justement plutôt à l'ère des roseaux. Comment on fait ensemble, de manière coopérative, publique, privée, ingénieur, solutionneur, explorateur. Moi, je crois à cet état d'esprit où on a des défis à relever ensemble. Et c'est comme ça qu'on régénère, qu'on transforme, qu'on fait bifurquer, pour reprendre des néologismes, et qu'on améliore finalement la qualité de vie dans nos villes. Parce que l'enjeu, c'est vraiment, avant l'urbain, l'humain. C'est comment on vit mieux,
tous ensemble. Et ça me semble être un défi. On a besoin, et la table ronde l'a démontré, plus de méthodes, d'utopie, de prospective et de changement culturel, plus que de solutions techniques qu'on a toutes et tous. On sait faire la ville ou la voiture bas carbone, la maison bas carbone, tout ça, on sait le faire aujourd'hui. On a beaucoup de qualificatifs qu'on entend, une ville mixte, durable, inclusive, décarbonée. Enfin, je peux multiplier les qualificatifs. Mais pour un maire, c'est quoi une ville réussie ? Mais il n'y a pas d'image figée, puisqu'en fait, on est un corps vivant. Une ville, c'est une dynamique humaine. C'est d'abord les hommes et les femmes qui la font. C'est son rapport au vivant, laisser la juste place aux équilibres nature, homme, entreprise, développement. Donc, et c'est en permanence des changements, des mouvements. Et donc, il faut penser la ville plutôt une ville relationnelle, une ville humaine, une ville qui bouge. Et donc, nous, notre boulot en tant que maire, mais en tant qu'acteur de la ville, c'est plutôt de l'acupuncture, de la transformation au fur et à mesure, pour se rendre toujours plus résilient, mais aussi plus fraternel. Ça me semble vraiment important. Et donc, on est dans la transformation permanente. Il faudra l'accepter. Et je pense qu'on est dans cette ère des 30 transformatrices. Après les 30 glorieuses, les 30 rugueuses, c'est les 30 transformatrices qui nous attendent. On est dans ce bouillonnement-là qu'on doit faire avec le plus de raison et en embarquant le plus de monde. Et peut-être que la méthode est aussi de partir du plus fragile, de celui qui est plus loin de nous, pour imaginer et améliorer la ville. Mais l'existant est déjà là. Donc c'est pour ça que j'assume le mot rénovation. Et Franck, pour un non-architecte, ingénieur et néo-urbaniste, c'est quoi une ville réussie ? Parce que vous participez à la transformer, vous aussi. Oui, mais justement, en fait, pendant la table ronde, je pense qu'on n'a pas complètement répondu à la question, mais peut-être que la question, en fait, n'était pas la bonne question. C'est-à-dire que ça dit quel mode d'emploi. En fait, on a tous dit qu'il fallait pas vraiment un mode d'emploi. Il faut plutôt une méthode et une façon de cheminer agile, capable en permanence de penser la réversibilité, etc. Pour une ville réussie, alors il y a un moment, il y avait toujours ces utopies, d'ailleurs autour des utopies vertes. On projetait en disant finalement, peut-être qu'il faut complètement tout changer, réinventer. On voyait des images d'ailleurs sur les écoquartiers, où les écoquartiers, quand on voyait des perspectives d'écoquartiers, les écoquartiers étaient toujours verts et il y avait toujours du soleil. Et en arrière-plan, on voyait la ville existante qui était toujours grise, où il pleuvait. En fait, on avait l'impression que finalement, voilà, le passé, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la question de conserver de l'héritage, etc. Le passé, c'est quelque chose qu'il fallait finalement oublier, enfouir, et il fallait s'inventer des nouvelles utopies, et les écoquartiers représentaient cette utopie. En fait, dans nos pays, dans nos villes, parce que ça concerne toutes les villes d'Europe, on renouvelle très peu la ville. On est dans des histoires urbaines déjà très anciennes, donc les villes existent. On a en général quand même tous des démographies extrêmement faibles. Ce que je dis, évidemment, n'a aucun sens dans un pays dans un pays émergent avec des démographies de dingue. Hein. Mais en tout cas, très peu de démographie. On parle de l'Europe occidentale. Histoire urbaine ancienne, ça fait que la ville de demain, elle est déjà là. Et il faut faire avec. Donc, j'aime bien ce que dit Florian sur l'idée qu'un maire, un élu, un décideur aujourd'hui, en fait, est un décideur transformateur parce qu'il faut faire avec ce qui existe. Il faut transformer, adapter, corriger. Soigner d'ailleurs, parce qu'en fait j'ai l'impression aussi que finalement les acteurs de la ville, on est devenus des soignants d'un milieu physique, donc des territoires, des bâtiments, avec l'idée évidemment aussi de pouvoir apporter du soin aux populations. Et donc en fait oui, on est bien dans cette histoire de la transformation. Après, par contre tu disais, je ne suis pas un maire bâtisseur. À l'inverse, moi je pense que tu as tout à fait raison d'être un maire transformateur, mais par contre à l'inverse, il y a aussi des discours de maire anti-bâtisseur. Et ça, je pense que c'est pas du tout une bonne idée. C'est-à-dire que l'idée de non, mais ils ont été réélus souvent, ça a marché. Mais je suis pas sûr que ça marche la prochaine fois. Mais du coup, c'est l'idée un peu de la ville, c'est pas si bien que ça. Il faut pas continuer à construire, il faut pas continuer à densifier, il faut pas continuer à accueillir. Restons entre nous. Et donc, il y avait cet exemple comme ça assez effrayant de la commune de Rosny-sous-Bois, commune du Grand Paris, qui va accueillir une gare du Grand Paris Express. Et en fait, le maire se vante d'avoir bloqué des permis de construire. Il y a des panneaux dans la ville, donc affichage public, qui disent on est très fiers, on a réduit alors je ne sais plus le chiffre annoncé, je pense que c'était 66% en fait l'obtention des permis de construire. Sous-entendu, voilà, on va rester entre nous et ça va aller très bien. Or, la solution, elle passe par la ville, la solution de la transition écologique, quelle que soit la taille de la ville. C'est-à-dire qu'à un moment, on a trop misé sur l'hypermétropolisation. Les métropoles, c'est très bien, les grandes villes, c'est bien, les villes moyennes, c'est bien, les petites villes, c'est bien, et même d'ailleurs le village, c'est aussi une entité qui fonctionne bien pour se mettre ensemble et fabriquer du commun.
Mathieu, à défaut de mode d'emploi, la méthode et votre regard, vous, sur cette ville de demain? En tout cas, la ville de demain, à mon avis, ce soit la méthode ou plutôt une attitude, parce qu'on n'en a pas parlé aussi, mais il y a une attitude par rapport à l'avenir qui, quand elle est bien faite, libère le présent. Si on ouvre un peu les possibles, normalement, ça libère un présent qui est un peu engoncé, tétanisé, on est apeuré. Pour le coup, on a du mal à imaginer que demain puisse être vraiment différent. Moi, à mon avis, je ne sais pas de quoi demain il sera fait, pour le coup. Je sais par contre ce qu'il pourrait être à la faveur de ce qu'on sait faire ici et maintenant tous ensemble. Et remettre du vivant au cœur de nos villes comme de nos vies, c'est à mon avis quelque chose de l'ordre de l'intelligence humaine pour survivre dans un monde qui de toute façon sera différent. Donc remettre du vivant au cœur, vivant c'est du végétal, mais c'est aussi un rapport, nous, humains, à la nature pour symbiose, pour faire une symbiose. C'est pour ça que le mot de vivant, je l'ai dit, c'est un signal faible qui est apparu depuis 7-8 ans. On n'avait pas ce mot-là avant. On avait humain, nature et environnement pour séparer les choses. Vivant, c'est peut-être la promesse de vivre dans un équilibre nouveau dans lequel on pourrait s'épanouir. Dernière question que je vais élargir à vous trois, mais je vais commencer par vous, Mathieu. Dans la science-fiction, on projette toujours une vision de la ville dystopique. Enfin, c'est toujours une catastrophe. Vous êtes directeur de l'Institut des futurs souhaitables. C'est quoi la ville souhaitable pour le futur? Déjà, la science-fiction, elle est sinistrée que depuis l'après-Seconde Guerre mondiale. Parce qu'à la fin de la Belle Époque, au 19e siècle, Jules Verne, il crée des dystopies, mais son éditeur ne les prend pas, parce qu'il sent que ça va être intéressé pour personne. Personne ne veut imaginer que demain est moins bien qu'aujourd'hui. Nous, en fait, on a cassé cette image de l'avenir parce que 2 guerres mondiales ont relativisé le progrès. Il y a quelque chose, surtout en Europe. C'est pour ça que les frères et sœurs américaines sont encore un peu technovangélistes. Ils pensent que la technique, Elon Musk en premier, va solutionner les irréversibilités qu'on est en train de créer. Nous, on a cassé ça. Donc, il serait bon de réhabiliter un peu de neutralité par rapport à l'avenir. Demain sera ce que l'on va en faire. Profondément, c'est une affaire de volonté. Donc demain, la ville idéale, c'est la ville qu'on saura construire ensemble pour, à mon avis, questionner le fond du sujet qui est le vivre ensemble. Comment on peut vivre ensemble de manière harmonieuse, certainement avec du vivant, certainement avec de l'équité et certainement avec de l'inclusion, de la diversité. Mais la diversité de pensée, justement, rassemblons-nous mais ne nous ressemblons pas, pourrait être un motto de la ville du futur. Et pour rebondir là-dessus, c'est vrai que c'est une de mes priorités moi, en tant que maire, c'est de se dire, dans la fabrique de la ville, ce sur quoi le maire doit agir le plus vite et le plus rapidement, c'est les espaces publics. Quand vous regardez une ville, 80% des espaces, c'est des espaces privés. C'est chez nous, chez vous, soit dans vos logements individuels, dans vos logements collectifs. Et donc, ce qui est un bien précieux, ce qui appartient à tous, c'est vraiment cet espace public sur lequel, je pense, sur ce mandat-là, beaucoup de maires se sont réappropriés ces places, ces terrasses, ces lieux de vie qui sont les lieux de la fraternité et de la rencontre. D'où qu'on vienne, quel que soit son milieu d'origine, on peut se rencontrer et on doit forcer la rencontre et développer cette fraternité qui est en nous, qui est la raison d'être. On ne peut pas vivre seul et isolé. Et donc en ça, je crois que c'est vraiment un défi. Et puis je rejoins ce qui a été dit, on a besoin d'utopies positives et on les réalise tous les jours. Moi, je suis un maire fraternel en action tous les jours. Quand on monte une entreprise à but d'emploi qui développe une ferme urbaine, qui crée des services à la population, c'est une réussite. Quand on transforme un centre-ville avec demain une halle gourmande, on transforme la ville et on rend possible ces petites utopies du retour du bien vivre. Il faut partir de qui nous sommes et petit à petit le déployer. Donc je crois qu'il faut être résolument optimiste et combatif. Parce qu'on est quand même dans un monde où c'est les hyperpuissants ou les faussement hyperpuissants. Moi je crois que les Trump et les Vladimir Poutine sont des colosses au pied d'argile. Et donc nous, au contraire, on a cette France solide qui se transforme positivement. Si on regarde depuis De Gaulle, on a souvent dit c'était Paris et le désert français. On est peut-être passé aux grandes métropoles et le désert français. Et petit à petit, on voit amorcer les France moyennes et le désert français, on va dire. Et donc, on se rend compte que petit à petit, on se réintéresse et donc on se réapproprie aussi cet outil d'aménagement du territoire. Et on a besoin d'un État régulateur, impulseur sur ces sujets-là, permettre à chacun de s'émanciper, quelle que soit sa position géographique, me paraît être vraiment essentiel dans les années à venir. Franck, un dernier mot sur cette ville souhaitable. Alors, je ne sais pas, ville souhaitable ou il y a eu deux grands sujets quand même abordés par Mathieu et Florian. Du coup, à la question à la fois des dystopies, utopies, je sais pas. Je pense que il y a un moment, les utopies en fait, elles créent des ensembles qui étaient complètement détachés de leur milieu. Donc je pense que ça, c'est une des raisons de la crise écologique d'ailleurs, puisque là, quand on parle de réintroduire du vivant, finalement, c'est beaucoup reconnecter les villes à leur milieu naturel en particulier. Mais par contre, on a quand même énormément besoin d'essayer de se doter d'outils, de lunettes, de je ne sais pas très bien quoi, de concepts, de méthodologies pour essayer d'entrevoir l'avenir. Donc on a absolument besoin de ces utopies, mais des utopies qui seraient à la fois
fondée sur des données scientifiques. Je pense qu'il faut aussi inclure les scientifiques dans la façon, dans la fabrique de ces scénarisations et de ces fictions ou de ces imaginaires pour demain. Je pense que c'est peut-être même plutôt la question de l'imaginaire que la dys ou l'utopie. Et en fait, à un moment, j'avais c'est un néologisme qui m'était venu en tête avec l'idée de peut-être il faut qu'on se fabrique des hypertopies dans le sens où d'être hyper ancré, hyper situé, hyper contextuel, mais d'arriver à décaler, c'est-à-dire de ne pas juste faire avec les données connues du passé et du présent, mais intégrer des données connaissables, des hypothèses, des scénarios dans une réalité, mais très ancrée. Donc peut-être plus l'hypertopie que l'utopie ou la dystopie. Tu as le dernier mot, après on arrête. Il y a sinon Alain on refait la Damasio qui conférence. propose justement un nouveau mot qui fait la synthèse de nos propos, c'est la prototopie. C'est-à-dire une utopie tellement forte Ah zut qu'on alors. puisse faire des prototypes et de l'expérimentation pour y arriver. Justement, elle est accessible par le simple fait qu'on la pense et qu'on la fait. Ouais, on va faire un dictionnaire déjà, dans un premier temps. Merci beaucoup, messieurs, en tout cas. Merci infiniment.